vous invite aujourd'hui. L'entraide Bois de Boulogne, comme vous pouvez le voir, s'occupe de projets culturels, caritatifs, communautaires et sociétals. Nous fêtons cette année 60 ans d'existence à Montréal. Fondée en 1964, 2024. Alors, vous êtes les bienvenus. Un petit aperçu, si ça vous intéresse ce que nous faisons, nous vous invitons à visiter notre site web entraideboisdeboulogne.org et vous êtes toujours les bienvenus ici. Donc, sans plus tarder, je passe le micro à Raouf qui va présenter nos panélistes. Bonne soirée. Merci de mettre vos cellulaires sur mode silence. Bonne soirée. Merci. Alors, avant de vous présenter les panélistes, nous avons un petit chant. Vous allez me laisser le chanter au début tout seul. Après ça, si vous voulez, on pourra le rechanter tous ensemble. Paix en Palestine, paix en Palestine, paix en Palestine, un jour, du fond du cœur, nous sommes convaincus, nous vivrons la paix un jour. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix un jour. Du fond du cœur, nous sommes convaincus, nous vivrons la paix un jour. Dans le monde, pour tous dans le monde, pour tous dans le monde, un jour, du fond du cœur, nous sommes convaincus, nous vivrons la paix. La main dans la main, la main dans la main, la main dans la main, un jour, du fond du cœur, nous sommes vaincus, nous vivrons la paix un jour. Paix en Palestine, paix en Palestine, paix en Palestine, un jour, du fond du cœur, nous sommes vaincus, nous vivrons la paix un jour. Merci à vous tous. Merci à Pierre ici qui a fait l'accompagnement musical. Avant de vous présenter nos panélistes, nos chères dames, la fierté de l'entraide et de notre soirée ce soir et de tous les soirs et de tout le temps. Alors, avant de vous les présenter, peut-être ce serait adéquat qu'on se mette debout
en respect pour les milliers qui sont morts et avoir une pensée positive pour eux, une prière intense. Merci à vous tous. Juste avant d'oublier, puisque on a fait un moment de prière, on va continuer notre prière aussi dimanche prochain. Dimanche prochain, il y aura une messe à l'oratoire Saint-Joseph, à la basilique en haut, à 12h30. C'est l'archevêque de Montréal, Christian Lipine, qui va célébrer la messe. Il y aura quelques politiciens invités. Enfin, c'est une messe du dimanche pour tout le peuple. Nous avons quelques invités qui vont venir, mais on va prier aux intentions de la paix au Moyen-Orient, des gens qui sont morts, qui sont blessés, et le retour de la paix. Alors, il me fait plaisir de vous présenter ce soir Nada Dabbar. Elle est originaire de Gaza, où elle a grandi, avant de s'installer au Canada. Depuis de nombreuses années, elle s'investit activement pour soutenir et défendre la cause palestinienne à travers des actions humanitaires et des initiatives de sensibilisation. Actuellement pharmacienne et mère de 3 enfants, elle porte la Palestine dans son cœur, préservant ses souvenirs qu'elle partage avec sa famille. Son regard sur les événements actuels est profondément imprégné par ses souvenirs personnels ainsi que par le vécu quotidien de sa famille restée à Gaza, vivant au cœur de cette crise perpétuelle. Najat. Najat El-Taji El-Khayri, canadienne d'origine palestinienne, née en 1948, elle est chercheuse, conférencière, préservatrice de l'art palestinien. Elle a mis à profit ses 40 années d'artiste pour créer un nouveau médium non périssable, l'art de la broderie palestinienne peint et conservé sur des carreaux de porcelaine qu'elle a baptisés Renaissance. Ses œuvres ont été exposées aux Nations Unies, aux musées, aux galeries, dans les galeries de l'Amérique du Nord, d'Europe et du Moyen-Orient. Son site internet www.najat.ca. Laura Khouri, third-generation Palestinian refugee from Jaffa. She has been involved in organizing for the Palestinian struggle in Montreal for the last 10 years. She is currently part of the Palestinian Youth Movement, which is a grassroots movement in the far diaspora fighting for the full liberation of Palestine and return of Palestinian refugees. She also sits on the board of the Canadian Palestinian Foundation of Quebec, which runs a child sponsorship program to sponsor Palestinian children in the West Bank and Gaza. Yara Ghadban est romancière, anthropologue. Elle est l'autrice de 3 romans aux éditions Mémoire d'Encrier. L'ombre de l'olivier en 2011. Le parfum de Nour en 2015. Et troisièmement, Je suis Ariel Sharon en 2018. Elle reçoit pour ce dernier le prix de la diversité du Festival Métropolis Bleu en 2019.
Je suis Ariel Sharon a été traduit en anglais chez House of Anansi 2020 et en arabe aux éditions El Mutawassit en 2021. En 2021, elle co-signe avec Rodney Saint-Éloi le récit « Les racistes n'ont jamais vu la mer », finaliste au prix des libraires du Québec 2022. Son prochain roman, La danse des flamants roses, paraîtra chez Mémoire d'Encrier à l'automne 2024. Et enfin, notre chère Zahia El Masri, née comme réfugiée palestinienne au Liban, elle est une militante féministe de longue date. Elle est fondatrice du collectif des femmes pour la Palestine, conférencière sur la Palestine, coordonnatrice du comité Palestine 2016. Elle a été candidate aux élections fédérales dans les élections de 2008 et de 2019. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et la parole est à vous. Clique sur le cadre. Juste clique sur le cadre. Bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation et l'opportunité de témoigner en tant que Palestinienne originaire de Raza. Je m'appelle Nada Dabbar et je suis la fille de Soufiane, qui est le fils de Saliba, qui est le fils de Farah, qui est le fils de Youssef, qui est le fils de Moussa Dabbar. Mon père et mes ancêtres sont tous nés à Raza. J'y ai grandi avant que ma famille et moi ayons immigré au Canada en 1987. Ça va mieux? Oui. Malgré une occupation terrorisante, je garde mes plus beaux souvenirs d'enfance de Raza. Je me rappelle de ma maison familiale et du jardin où nous avions un olivier, un citronnier, un oranger, un goyavier. Nous y avions, l'immeuble grouillé d'enfants. Chaque appartement y habitait un oncle et tous les cousins jouaient dans les escaliers dans la cour d'école. Les journées à la plage de sable doré, les baignades dans les vagues, les délices de marchi, les aubergines et les courgettes farcies préparées par ma grand-mère, suivies du plaisir de melon d'eau conservé dans le sable afin qu'il reste frais, sont mes souvenirs les plus chers de Raza. On allait souvent au Centre culturel français et je me rappelle encore l'odeur des fleurs dans les rues. Je me rappelle aussi qu'on allait au YMCA, au camp de jour, on prenait des cours d'art plastique, de DAPCA et plein d'autres activités. J'accompagnais mon père à sa clinique à l'hôpital Al-Ahli. C'est l'hôpital Baptiste. C'est en fait le premier hôpital qui a été bombardé à Raza, qui n'existe probablement plus. J'accompagnais ma mère, qui travaillait pour le UNRWA, dans les camps de réfugiés, et je jouais dans les camps avec les autres enfants. Je me rappelle du camp de Jabalia. Ce camp est aujourd'hui composé de ruines et de cadavres. C'était vraiment mes beaux souvenirs d'enfance. Mais c'est mes souvenirs. Peut-être que la réalité était différente. Car mes souvenirs coexistaient avec des moments de peur, comme les incursions nocturnes inattendues durant la nuit par l'armée israélienne pour inspecter les maisons, ou bien les contraventions données aux gens dans la rue, comme la fois où mon père a reçu une contravention parce qu'il n'avait pas une poubelle dans sa voiture. Donc l'imprévisibilité des actions de l'armée israélienne engendrait un sentiment persistant d'insécurité. J'allais à l'école latine, donc c'est l'église qui est associée c'est l'école qui est associée à l'église de la Sainte Famille à Raza. Et je me rappelle, je jouais dans la cour d'école et on allait à la messe le matin. Aujourd'hui, sur Facebook, on voit les paroissiens qui sont réfugiés dans cette église assister à la messe et je me rappelle vivement ces lieux. En fait, je me rappelle très bien la distance à parcourir entre l'église et la toilette, en passant par la cour d'école, à l'endroit exact où Nahida et Samal Anton ont été sauvagement assassinés le 19 décembre dernier. Notre famille célébrait Noël, on célébrait Dimanche des Rameaux et Pâques. Et pour ces grandes occasions, toute la communauté orthodoxe allait à l'église Saint-Porphyre à Raza. Cette église était construite au 5e siècle
et c'est là où se trouve le tombeau familial où sont enterrés mes ancêtres. On dit souvent que Raza est une terre de réfugiés où ont été exilés les Palestiniens des autres régions de la Palestine. Ce n'est pas le cas de ma famille. Notre communauté y existe depuis plusieurs centaines d'années. Nous sommes originaires de cette terre. Il y a toujours eu un peuple indigène à la terre de Raza, et ces gens sont toujours là, chrétiens et musulmans, tous palestiniens. Pour ma part, je sais que mon 5e arrière-grand-père y est né, il y a vécu et il y est enterré. Et c'est dans cette église que depuis le début de ce génocide, ma famille est réfugiée. Ils sont environ 300 personnes qui sont entassées dans cette petite église au centre de la ville de Raza. Leurs maisons ont été démolies et c'est le seul endroit relativement sécuritaire, car c'est là que le 19 octobre dernier, une partie de l'immeuble adjacent à l'église où dormaient 2 familles a été atteinte et environ 20 personnes ont été tuées. Je n'arrive pas à imaginer la douleur des survivants, car ça aurait pu être eux qui dormaient dans ces chambres. Et puis la douleur d'enterrer ces morts et de continuer d'exister à leur côté. Ça aurait également pu être ma famille et moi, car si mes parents n'avaient pas décidé d'émigrer au Canada. Sortir ou rentrer de Raza n'a jamais été facile en tant que Palestiniens, car nous n'avons pas de passeport. Et on ne peut pas se déplacer et voyager dans le monde comme les autres citoyens du monde. On a juste une simple carte d'identité. Alors, en tant qu'immigrante au Canada, j'ai fait la classe d'accueil et j'ai appris le français. Et je me rappelle devoir expliquer d'où je viens et ne pas être capable de montrer mon pays sur la map. Une des premières choses que je faisais systématiquement quand je voyais un Larousse, c'était chercher le mot Palestine dans le dictionnaire et ensuite essayer de localiser le drapeau de mon pays dans la section des drapeaux. Et, évidemment, il n'est pas là. Et c'est ainsi qu'en tant que Palestinienne, je sentais que je n'avais pas le droit d'avoir mon identité et que le monde ne reconnaît pas notre existence comme Palestiniens. Comme vous pouvez le voir dans mes documents d'immigration au Canada, dans la section Citoyen de ou Citizen of, c'est écrit stateless. Ça veut dire sans patrie, apatride. Et à travers les années, c'est ce que le monde a fait depuis 1948. On a tranquillement et subtilement tenté d'effacer l'existence des Palestiniens. Ah, est-ce que c'est mieux sans micro? Non. Peut-être mieux. Il faut vraiment le connaître. OK, Si tu peux parler un peu lentement. d'accord. Si tu es un peu plus rapide. Mais j'ai presque terminé, donc. En fait, j'ai terminé ma partie. Je vais juste terminer sur une citation de Mahmoud Darwish, grand poète palestinien. « Le présent nous étouffe et déchire les identités. C'est pourquoi je ne trouverai mon moi véritable que demain, lorsque je pourrai dire et écrire autre chose. L'identité n'est pas un héritage, mais une création. Elle nous crée et nous la créons constamment, et nous la connaîtrons demain. Mon identité est plurielle, diverse. Aujourd'hui, je suis absent, demain, je serai présent. J'essaie d'élever l'espoir comme on élève un enfant pour être ce que je veux et non ce que l'on veut que je sois. » Bonsoir tout le monde. C'est clair? Lorsque 2 Palestiniens se rencontrent pour la première fois, une question classique se pose automatiquement. De quel endroit de Palestine viens-tu? من وين أنت من فلسطين? Le nom de la ville ou du village d'où vient sa famille est tout de suite nommé. أنا من يافا, أنا من حيفا. Je suis de Jérusalem, Bethléem, Gaza, El Khalil, El Nasra, Naplouse, Safad, El Lid, Ramallah, etc. Mes parents des 2 côtés sont de la ville de Ramla, située dans les plaines centrales de la Palestine, entre Jérusalem et Jaffa. Historiquement, Ramla a été la capitale administrative de la Palestine pendant presque 400 ans, fondée en 716 par le calife Omeyyade Abdelmalek ibn Marwan. Elle le sera jusqu'à l'invasion des croisés en
1999. Ma sœur jumelle et moi sommes nés en Égypte le 3 juillet 1948, 9 jours seulement avant que ma ville natale et plusieurs autres fussent tombés aux mains des occupants sionistes. Mes parents n'ont jamais pu retourner à leur maison en Palestine, en dépit de la résolution des Nations Unies concernant le droit de retour. Plus de 700 000 Palestiniennes et Palestiniens ont été injustement déracinés et chassés de leur maison. Ils ont perdu leurs biens et leurs terres ont été confisquées. Ils ont été contraints de vivre dans des camps de réfugiés ou en diaspora. D'autres ont perdu la vie en étant massacrés ou en combattant avec les groupes de résistants. Mon mari Mazen El Khairi, qui est présent aujourd'hui, témoin, et c'est un témoin, un survivant de la Nakba de 1948, a été chassé de Ramla avec toute sa famille. Ils ont été transportés quelques kilomètres plus loin, alors qu'on tirait au-dessus de leur tête pour les faire courir, en leur hurlant d'aller chez leur roi Abdallah de Jordanie. Chaque famille n'avait pas le droit d'emporter qu'une seule valise. En Égypte, mes grands-parents étaient abattus moralement, comme tout le monde. Ils vivaient dans la nostalgie de la Palestine qui vivait toujours en eux, et par conséquent dans le cœur de leurs enfants. Une grande partie de la famille est restée à Jérusalem, Ramallah, Gaza et dans les pays voisins. En Égypte, nous entendions constamment la famille dire « Ces jumelles sont nées de l'année de la Nakba ». En grandissant, nous avons réalisé l'impact de ce mot haineux, la catastrophe qui a dispersé notre peuple dans le monde entier. Pour coloniser notre Palestine, les sionistes ont fabriqué des mythes et des mensonges afin de pouvoir exécuter leurs plans et grignoter la terre petit à petit. Le premier des mythes disait « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Cette affirmation a contribué à la création de l'État d'Israël, car le monde entier a éprouvé de la sympathie envers le peuple juif persécuté. Les Palestiniens, qui n'avaient rien à voir avec la persécution des Juifs, sont victimes du choix de leur pays par les sionistes, qui ont reçu le soutien des grandes puissances d'alors. Avant 1948, notre peuple vivait en paix sur sa terre, en pleine harmonie avec toutes les communautés chrétiennes et musulmanes, et avec un petit nombre de juifs palestiniens. Ils étaient actifs dans tous les domaines, industrie, agriculture, commerce, enseignement, littérature, art, médecine, etc. Les photos de ma famille que je vous montre sont une preuve parmi les nombreuses preuves qui démentent ce premier mensonge flagrant. Alors, la pièce... Oui. Une pièce unique que ma mère a pu sauver de la Palestine a suffi pour me relier à une partie que nous n'avons jamais connue en étant enfants. C'est un chemin de table en lin tissé à Ramallah, brodé au point de croix avec du fil rouge par une des femmes du village. Cela me captivait chaque fois que je l'admirais avec tristesse, rien qu'en pensant à ce qu'était devenue la femme du village qui avait brodé ce chef-d'œuvre. Cette pièce a changé ma vie et a déterminé mon identité en tant que jeune Palestinienne. Hi everyone, I'm going to speak in English. Can everybody hear me? Yes. My name is Dora Khouri. I'm originally from Jaffa, which is a shore
city in Palestine. My grandfather was forcefully expelled in 1948 as a result of the Zionist militias entering at the beginning Deir Yassin, which was a small village near Jaffa, where a massacre was committed similar to what we're seeing in Gaza today. So many Palestinians were actually forcefully expelled from their homes, leaving to neighboring countries including Jordan, Syria, Lebanon, and even to the West Bank and Gaza, where over 30 refugee camps still exist until today. So my grandfather leaves from Jaffa to Jordan under the assumption that he will soon come back, and I think many Palestinians also left under that assumption, assuming that this was a quick war that's going to happen and then they will return to their homes. And for a lot of refugees, this is represented by the Palestinian key that maybe some of you have heard of, where a lot of Palestinians, including my grandparents, kept their keys with them to their homes in order to come back to their homes. So many of them took suitcases, and actually my grandfather ended up going back to Lid after leaving to Jordan, thinking that the war was over, and eventually having to walk to Jordan during 1948. So I grew up in Jordan. Initially my grandfather was in a city called Irbid and then moved to Amman, where they had to restart their life essentially. My grandfather was 12 years old when this happened. And so for me, growing up as a Palestinian meant a lot of different things. It meant grappling with the idea of an imaginative homeland, one that exists through films and my grandfather's stories. And I think that was difficult because my grandfather didn't really remember much of what happened. He was really young, but it was also really difficult for him to speak about such a traumatizing experience of having to leave his home, his school, his friends, and starting a new life. And then after growing up in Jordan, I moved to Canada, where the question of being Palestinian becomes even more difficult. Because you are not only grappling with this identity or question of a homeland that you can't go back to or even see, but you're also trying to re-explain to people what is Palestine, what does Palestine mean. You're trying to find a media narrative that has completely shifted the way that people even understand Palestine as an occupied place that has been stolen from the people who live there. And I'll leave it there. Bonsoir, je m'appelle Yara Radvan. Moi, originalement, mes parents viennent de la Galilée. Mon père vient d'un village qui s'appelle Kwikat, qui est juste à côté d'Acre. Et ma mère vient d'une ville qui s'appelle Sarfourie. Et le village de mon père n'existe plus. Le village de ma mère a été rasé et transformé en parc national. Donc aujourd'hui, quand on va en Israël, en Palestine, ils font des tours de tourisme au parc Zipori. Donc ils ont appelé ça Zipori. Et il y a en fait un grand palais de l'époque romaine avec des mosaïques et avec tout ça. Et il y a les traces d'un couvent. Et ma mère, en fait ma grand-mère me racontait, en fait ma grand-mère parlait italien parce que ma grand-mère allait aider les sœurs au couvent. Et les sœurs étaient italiennes. Donc ma grand-mère parlait italien. Et aujourd'hui, il reste quelques traces du couvent. Évidemment, quand ils ont rasé le village, ils ont tout de suite, ça les Israéliens sont très bons avec ça, ils sont allés chercher des épinettes et puis ils ont planté en 48 heures une forêt d'épinettes. Et on le voit parce que c'est tellement artificiel
et tu sais que c'était là le village. Et évidemment, les touristes y vont, ils regardent les mosaïques, ils regardent. Ma grand-mère me disait, ils jouaient là quand ils étaient enfants. Ça c'est... Et moi, finalement, ils se sont réfugiés, mon père est né en Palestine, mais il était bébé, et ils se sont réfugiés au Liban, dans le camp de réfugiés de Burj al-Barajne, et ma mère, sa famille s'est réfugiée en Syrie. Ma mère est née à Homs, et après ça, elle a grandi à Damas. Et moi, je suis de deuxième génération, je suis née à Dubaï. Mais aujourd'hui, en fait, dès que j'ai eu mon passeport canadien, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller en Palestine. C'était en 99, et là, je vais chaque année. Mon mari est palestinien, il est palestinien-israélien. Et ça me permet d'une manière très étrange de pouvoir aller. Sa famille est encore là. Et parfois je me dis, bon, j'ai pris ma revanche d'une autre façon. Mais mon lien à la Palestine est très très fort. Évidemment, quand on est allé au départ, on est allé tout de suite visiter notre village ancestral. On a même découvert qu'il y avait des Al-Rabban qui avaient été en fait déplacés à un autre village qui s'appelle El Mazra'a. Et on est arrivé et on est allé, puis on a simplement dit, bon, on est de Beit Rabban. Et là, tout le monde est sorti, puis il y avait comme 300 personnes. Et ils nous ont accueillis, c'était extraordinaire. Et quand je me suis mariée, évidemment, ma famille, ils sont tous des réfugiés. Ils n'ont pas tous, comme moi, des passeports qui leur permettent d'entrer en Palestine. Donc, quand je me suis mariée dans le village de mon mari, en fait, on était seuls. Il y avait seulement mes parents, mon frère. Alors, la famille distante qu'on venait de se rencontrer, on fait le chemin depuis le Jalil jusqu'à Taïbé, qui est dans le centre de la Palestine, pour que je ne sois pas seule. Donc, j'avais la représentation du clan, même si je ne les connaissais pas. Donc, ça vous dit une chose sur les liens. Excusez-moi, je deviens émotive. Sur les liens qui, après 50 ans, 60 ans, 75 ans, sont toujours là. Alors, je voulais juste terminer par... J'ai pensé à... Bon, Nada, tu avais peur de pleurer, c'est moi qui pleure. Et Nada parlait de stateless. Je voulais simplement lire rapidement un tout petit extrait que j'ai écrit sur quand on est arrivé au Canada ici. Et on est arrivé devant l'agent d'immigration. Et l'agent d'immigration qui parle. Elle note les numéros de chaque visa et nous questionne l'un après l'autre en tapant sur le clavier. D'abord, mon père. Prénom, Mahmoud. Nom, El Rabban, avec un tiret. Elle tape, supprime, retape, comme ça sera désormais l'habitude avec notre nom. Date de naissance, 21 avril 1948. Erreur. C'est indiqué 1946 dans votre document, monsieur. Mon père, en fait, n'a pas de certificat de naissance. Il n'a que la parole de Teta. Je suis née le jour de la chute de Haïfa. Mais son document de réfugié indique 1946. Les agents de l'ONURWA, accablés par la marée humaine qui est arrivée dans les camps, inscrivaient des dates de naissance arbitraires pour faire plus vite. Comment expliquer ça à l'agent d'immigration? Comment lui dire que Teta Ejiddo ne pouvait pas contredire l'agent de l'ONURWA, pas plus que mon père ne pouvait la contredire? 1946. Elle se remet à taper. Lieu de naissance, Palestine. Pause. L'agente tient le souris, son doigt fait tourner la petite roue du milieu, tantôt dans une direction, tantôt dans l'autre. Elle répète le geste plusieurs fois, une expression de plus en plus perplexe sur le visage. Vous avez dit Palestine? Oui, Palestine. Mon père lui montre la page de son document de réfugié avec sa photo, sa date et son lieu de naissance. Mahmoud Rabban, né à Acre, Palestine, 1946. L'agente est embêtée. Je ne vois pas Palestine dans la liste de pays.
Vous voulez dire Israël? Non, madame. Palestine. Israël n'existait pas en 1946. Elle cherche encore. Désolé, monsieur, il n'y a pas de Palestine dans le système. Elle tape Israël malgré tout, comme si papa n'avait rien dit. L'ordinateur proteste à son tour. Israël et 1946 ne concordent pas. Soupir. Je l'imagine raconter plus tard la scène à sa collègue de travail. Je tombe toujours sur les pires. Un homme qui vient d'un pays qui n'existe pas. L'agent cherche encore. Vous êtes des réfugiés? Oui, madame. En fait, non. On a été acceptés comme immigrants. Oui, je comprends. Mais vous êtes quand même des réfugiés. Ce que je vois là, ce sont des documents de réfugiés. Oui, madame. Donc, vous n'avez pas de statut. Oui, non, on a été acceptés comme résident permanent. Non, monsieur, vous êtes encore avec moi. Elle coupe mon permis et fait défiler la liste de pays une dernière fois sur son écran. Tout à coup, stop. Stateless. Pardon? Vous êtes stateless, sans État. Mais je suis né, monsieur, je veux vous aider. Vous n'avez pas de pays, je ne peux pas mettre Israël ni Palestine, je dois mettre stateless, vous comprenez? Mon père ne dit rien, ma mère ne dit rien. L'agente appose le sceau de certification sur les visas et arrange les documents. Cette fois avec patience, avec une certaine révérence. Elle en fait une pile ordonnée et les offre à mon père avec un grand sourire, comme elle offre un cadeau. Bienvenue au Canada. Alors, Masal Khair, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis tellement émue à entendre tous ces récits, parce que comme Palestiniennes, nous sommes tout le temps habitués à échanger nos histoires, échanger nos récits. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce récit est tellement important parce que la tentative est réelle d'effacer notre existence propre. Alors non seulement c'est une guerre de récits, mais c'est une guerre de vouloir, d'une façon très précise, nous effacer nos histoires, effacer nos familles, effacer nos souvenirs carrément. Nada, tu parlais tantôt de Gaza, tes souvenirs d'enfance, Najat aussi, Laura, Yara, tous ces souvenirs sont tellement vifs dans nos mémoires, c'est comme si on vient de vivre tous ces souvenirs. Moi-même, je suis née comme réfugiée palestinienne au Liban. Et ça m'a toujours frappé le fait que je n'avais aucun papier, aucun document officiel, alors ni pour voyager, ni pour faire quoi que ce soit. Je suis née comme réfugiée. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, que je suis née et on m'a dit que tu es réfugiée. Toute ma famille était impliquée dans la résistance palestinienne au Liban, d'ailleurs avec aussi le papa de Yara. Alors, notamment au camp de Boujibalaj, mais partout aussi ailleurs. Puis je me souviens très bien du jour où on a décidé de venir au Canada, mes parents ont décidé de venir au Canada, parce qu'effectivement, comme vous le savez, les Palestiniens, n'importe où on en est, il y avait des situations qui étaient très dangereuses pour être Palestiniens. Simplement notre existence, le fait que nous sommes Palestiniens, constituait un danger pour notre existence. Alors ce jour-ci, c'était comme un arrangement, mais rendu ici, c'était non seulement un choc culturel, puis un choc en soi, mais parce qu'ici, on ne reconnaissait pas mon existence. Ici, on remettait en question la Palestine. Alors j'ai essayé, comme tout le monde ici, d'expliquer, mais la Palestine, la Syrie, le Liban, rien à faire. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, quand mon fils avait à peu près 6 ans, je voulais une carte où on pouvait trouver la Palestine sur la carte, parce que je trouvais que c'était très important qu'un enfant, comme tous les autres gamins dans sa classe, puisse avoir accès à une carte où il peut reconnaître son pays. Or, mon fils n'avait pas ce privilège, comme tous vos enfants d'ailleurs. Alors, bref, après fouiller, puis essayer de trouver une carte, finalement, la seule place où j'ai pu trouver une carte, en français, qui mentionne la Palestine, c'était à l'ONU à New York.
Alors je trouve quand même spécial que pour un enfant, pour qu'il puisse s'identifier à sa propre patrie, qu'il faut faire un voyage à un autre pays pour pouvoir récupérer une carte qui mentionne la Palestine. Je ferme la parenthèse. Alors mon père a toujours parlé de la Palestine, il a toujours parlé de ses sœurs, de ses frères, mes tantes et mes oncles aussi. Cependant, un jour, j'ai fait un retour en Palestine, en 2016. Et là, j'ai rencontré plein des membres de la famille, plein des amis. Et un de ces amis avait une organisation qui s'appelle Falastiniyat. Et cette organisation, elle raconte les histoires des survivants de la Nakba. Notamment ici, comme je disais, on a Ramon Mazen avec nous aujourd'hui. Et je vous conseille fortement d'aller le voir après qu'on termine. Parce que ce sont des sources précieuses et une mine d'or pour nous, pour notre mémoire collective. Alors, le prénommé Jihad, il vient chez nous pour collecter les histoires, entendre, écouter l'histoire de mon père. Alors là, mon père avait aucun mot à dire. Mais qu'est-ce qui est arrivé en 1948? Silence radio. Est-ce que vous êtes parti pendant la nuit, pendant la journée? Aucun mot. Vous étiez accompagné avec vos frères, vos sœurs, vos parents? Rien. C'était la première fois où, parce que vous savez, nos papas sont nos papas, je ne vais pas vous expliquer, ce n'est pas un papa pour nous, mais pour moi, mon père, c'est le monde entier. C'était la première fois que mon père, il s'est levé, puis il a dit, vous allez m'excuser. Je reviens. C'était la première fois où mon père n'était pas capable de parler de la Palestine parce qu'on lui demandait qu'est-ce qui est arrivé lors de la Nakba en 1948. Il m'a toujours raconté des histoires drôles, des histoires quand sa mère est tombée, et puis ils ont dit non, elle n'a pas vraiment tombé, c'était un fantôme, puis il a raconté des histoires de leur poissonnerie, des histoires de quand mon père allait en Égypte. Bref, il racontait tout le temps toutes les histoires de la Palestine. Mais quand c'était le temps de parler de la Nakba, non seulement que c'était trop douloureux, c'était un mémoire qu'il voulait presque réprimer, parce que ça faisait tellement mal pour raconter. Alors c'est autant plus important qu'on raconte tous nos récits aujourd'hui. Alors Laura avait mentionné la clé. Pour moi, la clé, elle est transmise d'une génération à l'autre à nos femmes. Ma tante, Amal, ça veut dire espoir en arabe, m'a transmis cette clé. Et aujourd'hui, cette clé, elle est chez nous à la maison, avec tous les papiers de nos maisons en Palestine. Alors, j'ai eu 2 oncles qui ont fait le retour à Haïfa. Un de ces oncles, malheureusement, une de nos maisons, d'ailleurs, je dois vous dire, est transformée en une station de métro. L'autre maison, il y a une famille sioniste qui occupe la maison. Alors, un de mes oncles est retourné. Alors, le trauma puis la réaction était trop pour lui. Ils ont fait le trajet, ensuite de Haïfa à Nablus. Rendu à Nablus, il a eu une crise cardiaque. Il n'a pas pu survivre à ce choc de voir sa maison et de ne pas pouvoir y aller. Alors, la raison pour laquelle on vous raconter toutes ces histoires, parce qu'il y a une tentative de nous effacer et on ne veut pas qu'on nous efface. Mais ça, c'est mon histoire. Mais avant que je vous laisse, le titre de cette soirée, c'est Palestine, l'espoir, n'est-ce pas? Terre d'avenir. Terre d'avenir. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller en beaucoup de détails, mais j'ai vraiment envie de vous donner juste quelques chiffres. Parce qu'il y a une raison pour laquelle on se retrouve toutes les 5 ici, et vous vous retrouvez ici avec nous ce soir. Alors, nous sommes rendus, puis je vais lire ces chiffres parce que c'est pour honorer la mémoire de tous nos martyrs. Nous sommes rendus à plus que 30 000 martyrs, entre 7 000 et 8 000 qui sont sous les décombres, 69 000 blessés. Les hôpitaux ont tous été détruits. Il y a plus que 1 million de Palestiniens qui sont en stage 4 de la famine forcée. Parce que ce n'est pas simplement de la famine, ce n'est pas comme si on n'a pas des denrées alimentaires. C'est une famine forcée parce qu'Israël refuse l'entrée des denrées alimentaires. Il y a plus que 400 000 Palestiniens qui sont rendus à la phase 5 de la famine forcée. Il n'y a pas de phase 6.
Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Le gouvernement canadien n'agit pas. C'est notre devoir de mettre de la pression sur notre gouvernement pour agir. Il y a plein de pétitions qui circulent, il y a plein des organismes qui font de super bon travail, il y a des syndicats qui se mobilisent pour dénoncer ce qui se passe, alors la parole c'est à nous. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas pour rien que la Palestine est la terre de l'avenir, parce qu'effectivement, elle nous représente tous. Elle est notre espoir à nous tous et nous toutes. Et je vous laisse avec les mots, les paroles du grand Mahmoud Darwish qui dit « Nous, les Palestiniens, nous sommes infligés par la plus grande maladie qui n'a aucun cure, et c'est l'espoir. » Merci. Donc, je vais vous parler des plus récents événements. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Parfait. Donc, depuis le 7 octobre, ma famille et moi, on est physiquement à Montréal, mais nos pensées, nos esprits sont à Gaza. On est près de nos téléphones tout le temps parce qu'on veut suivre les événements et avoir des nouvelles de la famille à Gaza. On a près de 50 membres de notre famille immédiate qui sont actuellement à l'église Saint-Porphyre. Parmi eux, j'ai mon cousin, sa femme, ses enfants, une cousine, ses enfants, ses petits-enfants, plusieurs oncles et tantes et d'autres cousins. Depuis les années 90, la famille et la communauté ont progressivement quitté Gaza. D'une population d'environ 5 000 à l'époque, la communauté chrétienne est maintenant aujourd'hui environ 1 000 personnes. Ceux qui sont restés sont profondément enracinés à Gaza et ne pouvaient envisager vivre ailleurs. Communiquer avec notre famille et leur prodiguer du soutien ou des conseils, c'est assez difficile pour nous parce qu'on n'est pas au courant, on n'est pas sur le terrain et on ne connaît pas les dangers qui les entourent. Ils sont en train de traverser des moments de tristesse, de panique, de peur, de résilience. Mais à ce stade, malheureusement, la majorité souhaite quitter Gaza parce qu'ils ne voient plus aucun espoir de vie. Lorsque le Canada a mis en place le programme d'octroi de visa pour uniquement 1 000 Palestiniens, on a entrepris les démarches pour nos proches. Malgré la complexité inutile de ce processus, on a quand même procédé et à ce jour, aucun visa n'a été octroyé à un Palestinien par le Canada. En comparaison, le Canada a octroyé près d'1 million de visas rapidement et facilement aux Ukrainiens. Pour quitter Gaza aujourd'hui, le nom de la personne doit être sur une liste de passage à Rafah. La plupart des binationaux ont quitté, il reste les autres. Sur les réseaux sociaux, plusieurs campagnes d'autofinancement sont en train d'émerger pour rassembler les fonds requis pour mettre le nom sur la fameuse liste de l'OFA. Ce sont des organismes officieux, évidemment, on ne sait pas si c'est légal ou pas, mais ça fonctionne. Et le coût par personne est de 5 000 $ par adulte et 2 500 $ par enfant. C'est le prix évalué pour la vie d'un Palestinien. Donc nous, dans la diaspora palestinienne dans le monde, on sent évidemment ce sentiment de culpabilité du survivant. Parce qu'on est ici, on a de la nourriture, de l'eau, un toit, etc. Alors on fait tout ce qu'on peut. On va aux manifestations, aux vigiles, aux messes pour la paix, comme celle organisée au mois d'octobre à Marie-Reine de la Paix. Et on partage et on publie sur les réseaux sociaux autant que possible. Mais cette guerre sanglante a quand même révélé l'injustice et le déni des droits des Palestiniens depuis la création de l'État d'Israël. Rester silencieux face à cette injustice, c'est accepter ces atrocités. Et ceci nous rend complices et crée un précédent pour notre humanité à tous. Donc, en tant que citoyens canadiens d'un pays démocratique, il est de notre devoir d'exprimer nos valeurs, nos opinions et nos désaccords avec ce qui se passe. Diverses actions sont nécessaires au quotidien par nous tous, comme corriger quelqu'un qui dit une fausseté lors d'une conversation, ne pas hésiter à le faire connaître nos opinions aux politiciens afin qu'ils sachent qu'on vote pour ceux qui se positionnent pour les droits des Palestiniens, participer au boycott et sensibiliser les communautés religieuses, en particulier les églises, et faire de la sensibilisation sur les réseaux sociaux.
Je parle des églises et du boycott parce que les actions concertées des églises et des boycotts ont joué un rôle crucial dans la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Et ces actions communes, des groupes de type grassroots comme nous, sont en train de susciter un vent de changement afin qu'enfin, j'espère, bientôt, les Palestiniens puissent exister pleinement en tant qu'êtres humains. J'avais moi aussi une citation de Mahmoud Darwish, je vais essayer de la lire. « Sur cette terre, il y a ce qui mérite la vie. Sur cette terre se tient la maîtresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l'appelait Palestine, on l'appelle désormais Palestine. Madame, je mérite la vie, car tu es madame. » Je vais aussi finir avec une autre citation de Edward Said. « Humanism is the only, I would go so far as saying the final resistance we have against the inhuman practices and injustices that disfigure human history. » Merci. Seconde partie. Alors, en arrivant au Canada avec mon mari et mes enfants en 1988, je me suis promis de sensibiliser les gens à notre cause palestinienne et d'inverser le stéréotype du « qui sommes-nous ». Nous sommes un peuple pacifiste et aimable avec une longue histoire, une culture et un patrimoine riche, désireux de retourner sur sa terre natale et d'y vivre en paix. C'est donc par le biais de cette culture, et tout particulièrement sur le thème de l'art de la broderie palestinienne, que j'ai fait des conférences en parallèle avec des expositions pour montrer les belles robes des différentes régions de Palestine, méticuleusement brodées au point de croix. Cette broderie distincte définit véritablement qui nous sommes. Ces motifs constitués de dessins géométriques et de symboles datant d'il y a 5000 ans, du temps des Cananéens, qui sont les ancêtres du peuple palestinien. Oui. Okay. Voici une preuve, une des preuves de cet de cet art ancien dont nous sommes les fiers héritiers. Cette peinture murale du tombeau de Bani Hassan en Haute-Égypte représente un groupe de personnes de Canaan présentant des cadeaux et des offrandes au pharaon. Leurs vêtements étaient tous décorés de motifs et de dessins géométriques. Les Cananéens, comme je l'ai mentionné, sont les ancêtres du peuple indigène de la terre de la Palestine. Oui, c'est ça. L'intégrité et les principes ont poussé encore plus loin pour documenter et préserver notre patrimoine artistique par une création innovante. Faire renaître la broderie palestinienne en la dessinant sur une matière résistante relaie un message de notre existence, donne une voix à nos droits légitimes de retour. Croix par croix, notre peuple retournera à sa terre pour y vivre en pleine paix et sérénité. Ceci est une aspiration de tout peuple sous colonisation, dont la fin est un must, peu importe combien elle dure. Le choix du carreau comme support des œuvres est un symbole de la résistance et de la résilience du peuple palestinien. Chacun des motifs porte un nom spécifique, par conséquent, la broderie nous parle et nous raconte de nombreuses histoires vécues. Mon choix des motifs dans ma composition raconte de même le message que je souhaite transmettre au monde. Ainsi, je m'exprime par le biais de mon art. Cela était pertinent pour sauvegarder et protéger notre broderie palestinienne qui a été altérée par l'envahisseur qui se l'est appropriée en la revendiquant comme sienne. Notre broderie a fait son chemin sur l'uniforme des hôtesses de l'air de la compagnie israélienne El Al, décorée des motifs et de symboles purement palestiniens. D'autres célèbres designers de haute couture n'ont pas non plus hésité audacieusement à faire de même. À cela, je dis non. Cette appropriation et ces vols culturels doivent être dénoncés. Il faut les réclamer, les récupérer, les préserver et surtout les surveiller pour les dénoncer.
Comme mon prénom signifie sauvegarder, défendre, protéger et préserver, je continuerai ma mission dans le contexte de la lutte palestinienne pour son autodétermination. Ma devise dans la vie, mettez-vous à la place des autres pour mieux comprendre leur situation avant de juger. La perspective de l'autre ouvrira les yeux et illuminera l'esprit. Dans le cas des Palestiniens, ils n'ont que 3 choix. Accepter leur domination, leur déshumanisation et être réduits en esclaves. La seconde, c'est quitter le pays. Troisièmement, être exterminés sur leur propre terre. Qui accepterait ces conditions? Pensez-y. Être humain, c'est la seule solution pour la paix dans ce monde. La justice pourrait donc prendre sa relève. Le monde commence à voir la réalité. C'est cela l'espoir. Merci pour votre écoute. So over the last couple of months, we've seen a horrific genocide happen against our people in Gaza, as Zahia alluded to, and we've all spoken about. But what's also important is that it's not only affecting people in Gaza, it's also affecting Palestinians in the West Bank, inside the 1948 borders, and in the refugee camps. And this genocide is not just attacking people through methods of war and bombardment, but also through the siege on Gaza, which is trying to starve people. Literally, 6 food aid trucks are entering Gaza over the last 10 days, which is a population of 2.5 million people. Many hospitals are not functioning. And the thing I would like to say a lot is the Zionists thought, or the Israeli Prime Ministers thought, that the old will die, the generation of 1948 will die, and the young will forget. But what we've seen in the last couple of months is the youth all over the world have been speaking against the crimes that the Israeli war machine has been committing against the Palestinian people. And Palestinian and Arab youth everywhere are doing that, but we're also seeing many non-Arab and non-Palestinian youth see in plain light the actual truth behind the story, seeing that the Palestinians are fighting for their human, political, cultural rights in general, but most importantly for their dignity. And there's a lot of mourning that I think the community has been going through. We've seen families completely wiped out from the registry in Gaza. We've seen children on incubators completely dying because electricity is being cut off in Gaza. And we've also seen people here in Canada see that, you know, their political representatives or their representatives in general are not representing them or taking action against something that is really humane. And so, but on the flip side of that, there's a lot of hope in those people that are going to weekly protests, holding events like these to talk about Palestine and to continue the fight. And I think this gives us a little bit of hope. Palestinians have been fighting for the last 100 years for their life, for dignity, for their rights. And I think as harsh as this war has been, we have seen lots of lights of hope. So I think what we can do here in Canada is, I think we have a huge responsibility around aid. We've seen Canada cut all aid to UNRWA, which is a humanitarian organization that not only supports people in Gaza, but also in the refugee camps. It is responsible for schools, for hospitals, and for a lot of the infrastructure that exists in Palestinian refugee camps across the West Bank, Gaza, and Lebanon, and Syria. So I think we have a huge responsibility around that.
There are a lot of petitions that are happening around, for example, Quebec just opened an office in Tel Aviv while a genocide is happening, and there's a petition against that. And the protests are a consistent show of support for the truth and a way to let people know what the truth is against what the media is trying to push, against that narrative that is untrue. So, yeah. To talk about future, to talk about hope, I'm a writer, so sometimes I feel when you, like Nada said, you see that you get to eat, you get to sleep, you're safe. It's very difficult not to feel powerless. But I believe that we've been fighting for, like Laura said, for 100 years. And we're still here. We're still here and we're not going anywhere. So one of the things that I try to do when I write is I try to imagine, I try to imagine, like, I'm not going to keep answering back the Israelis. I'm just going to imagine my Palestine and how I want it to be when we are free. And I really believe that you have to imagine things to make them happen. So I try to imagine what is Palestine, what is the Palestine that maybe my children, maybe my grandchildren will grow in. My grandmother never imagined that I will be able to go back, and I went back. So, and my children now go there they have family there, they have roots there. So they thought they got rid of us, but I came back with 2 children. So we're not going anywhere. And so one of the things I think we are very good at as Palestinians is always they call it resilience, but it's more than resilience. It's the capacity to preserve beauty and to keep creating it. Francesca Albanese, who is the rapporteur for the human rights situation in the occupied territories, she talks about Palestinians, and she says that when she talks with Palestinians, she's astounded by something, and she had a beautiful name for it. It's called the miracle of kindness. And she doesn't understand how Palestinians can be kind and generous, even though we've been violated in every single way. And when I hear her talking this way, I say, that's why they'll never win. We're going to kill them with kindness. We'll be so kind, they have no choice. Beauty and art and stories. So I encourage you to keep listening to stories, to encourage Palestinian artists, because we know we need them. They are creating a dystopia, and we need to create our utopias. We need to fill the space with beauty. We cannot leave the space for them and for their violence and for their ugliness. We cannot do that. We have to plant trees and flowers everywhere. And in the end, we will have a garden, and it will be called Palestine. So that's what I'm going to do. That's amazing. That's so beautiful, Yara. Ok, je vais faire quelque chose d'un peu bizarre. Vous allez penser que c'est bizarre, mais donnez-moi 1 minute, d'accord? Alors, je vous lis un livre qui s'appelle « Une patate à vélo ». Est-ce que ça se peut, une carotte qui prend son bain? Mais non, ça se peut pas. Un biscuit qui danse? Mais non, ça se peut pas. Une patate à vélo? Mais non, ça se peut pas. Bon, j'arrête. Pourquoi je vous lis ce livre? Parce que ce livre est écrit par Élise Gravel, une autrice québécoise de jeunesse très aimée, très appréciée, avec des millions de fans qui l'adorent.
Élise, dans tout ce qu'elle a écrit dans ses livres de jeunesse, n'a jamais abordé la Palestine dans ses livres. Cependant, ce que Élise Gravel a fait, elle a dénoncé les crimes de guerre qui se déroulent devant ses yeux. D'accord? Elle est québécoise. Elle n'est pas ni palestinienne, ni arabe, ni quoi que ce soit, ni mariée à un Palestinien, rien. Elle est québécoise, mais elle est un être humain qui a vu une grosse injustice qui se déroule devant ses yeux, puis elle a dit non, c'est assez. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au livre d'Élise Gravel? À la Bibliothèque juive de Côte-des-Neiges, ils ont retiré ces livres parce qu'ils ont dit que le fait que Élise soutienne les Palestiniens et dénonce les crimes de guerre et ce génocide constitue de l'antisémitisme. Ça a pris une motion de l'Assemblée nationale qui, heureusement a été présentée par Québec solidaire, qui a passé à l'unanimité pour dire qu'ici, au Québec, nous n'acceptons pas la censure auprès de peu importe de quel auteur. Mais imaginez, en 2024, ça nous prend quand même une résolution, une motion de l'Assemblée pour dire non à la censure. Alors vous voyez, tout ce qui a été dit tantôt, c'est que ça ne s'arrête pas à la Palestine. On est en train de voir les répercussions ici chez nous. Nous avons des enseignants à l'Université de Montréal qui ont été censurés. Leur contrat a été mis à fin parce qu'ils ont parlé sur la Palestine. Des enseignants au Cégep Vanier, où on a donné le choix aux étudiants de quitter l'art pour s'ils se sentent que leurs droits ont été abîmés parce qu'on parle de ce qui se passe en Palestine. Et là, je ne vous dis pas qu'on est en train de rentrer dans des sujets politiques ou quoi que ce soit, on est en train de parler des faits de tous les jours, ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Alors, la censure, on la voit partout aujourd'hui, sur les campus universitaires, dans les emplois. Vous avez entendu sûrement que deux attachés politiques, des députés de chez nous ici, ont été aussi mis à pied à cause qu'ils ont mis un simple like sur Facebook pour dénoncer le génocide. Alors, si on pense que ça touche juste les Palestiniens et les Palestiniennes, on se trompe, on a tort, ça nous touche à tous et à toutes. Je voulais aussi vous dire qu'il y a une initiative par des artistes québécoises et québécois qui s'appelle « Des artistes pour un cessez-le-feu », qui a été lancée par Anaïs Barbeau-Lavalette et qui circule. C'est notre responsabilité de soutenir, parce que tout ce qu'ils font, c'est dénoncer ce qui se passe à Gaza. C'est à nous de soutenir ces initiatives. Et je vous reviens, parce que je vois... je reviens juste sur le fait que si vous êtes citoyenne ou citoyen, d'accord, vous avez le droit et la responsabilité d'écrire à votre député, peu importe où vous êtes. Mais nous, si jamais vous habitez à un de ces quartiers-villes, d'accord, je vous dis, c'est un privilège parce qu'on a Mélanie Joly, qui est la ministre des Affaires étrangères. Alors, on veut lui faire entendre nos voix. Écrivez-lui, demandez une rencontre, appelez, juste pour faire entendre, pour avoir une discussion, pour avoir un dialogue, d'accord? Peu importe qui est votre membre du Parlement, appelez-les, prenez un rendez-vous, juste pour parler, d'accord? C'est important de dénoncer, c'est notre devoir citoyen. La dernière chose que je vous laisse avec aussi, qu'il y a une initiative qui s'appelle Ahansek Kartiville pour la Palestine. C'est un organisme qui est en train d'organiser aussi des actions. Vous pouvez les contacter pour se rejoindre. Je parle parce que moi je suis d'Ahansek Kartiville, alors je présume que tout le monde est ici d'Ahansek Kartiville. Mais il y a plusieurs autres initiatives locales. Essayez de vous rejoindre aussi. Alors je vous laisse sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes. Il nous reste 15 minutes et les 15 minutes sont ouvertes pour la discussion. Alors, nous avons une main qui est levée. Hani. سوري انا راح احكي بالعربي. طبعا انا خبير بالقضيه الفلسطينيه. الماجستير بتاعي في الاحزاب الفلسطينيه بعد الانتداب. خذ الميكروفون هني. ما عم نسمع. 85 لما تشكل وفد الاردني الفلسطيني المشترك. الميكروفون عم لما تشكل
لما تشكل الوفد الأردني الفلسطيني المشترك في 85 كنت أنا أحد أعضاء الوفد الأردني، وكان لي السرور أني أول رحلة مع المرحوم أبو عمار إلى بكين، وبعدين رحنا لروما وللفاتيكان، وبعدين في أكتوبر 85 فشلت آخر زيارة لنا في، أو كنا نحاول نعلم العالم على القرار 242 و 338 لتطبيقه، لكن آخر شيء فشلنا في لندن وقت تاتشر وجيفري هاو. والحقيقة أنا عندي بعض الأسرار الكثيرة، وكل كلمة بحكيها موثقة عندي كل شيء. في أشياء لا أستطيع أن أتحدث فيها، لأني أنا قابلت شخصيات فلسطينية لما كنت أعمل أنا ماجستير عن الأحزاب الفلسطينية في عهد الانتداب، وكان بذاك الوقت عدد السكان بسيطين، لكن الإنجليز هم أساس المشكلة الفلسطينية. ويجب أن نعرف قبل أن نتحدث الآن عن اللي بيحصل الآن، يجب أن نعرف تاريخ القضية الفلسطينية. هي 1897 في مؤتمر بازل في سويسرا اجتمعت الدول الأوروبية وكانوا عاوزين يتخلصوا من اليهود، وكانوا محددين لهم دولة في أوغندا أو في الأرجنتين. ولكن اللورد كرومر حاكم مصر بذاك الوقت اتصل مع هرزل ودعا له يزور مصر 1903، وعرض عليه يعمل له دولة يهودية أو دولة يهودية خلينا نقول في صحراء النقب. بعدين صار في مشكلة ما وافق، وبعدين تبنوا الإنجليز هذا الموضوع وعملوا حكومة الانتداب في فلسطين، وأعطوا جوازات، يمكن في بعضكم منهم شافها، جواز سفر موحد لحكومة عموم فلسطين، وكانوا كاتبين ثلاث لغات، عربي واحد يهودي أمريكي، يهودي مسلم مسيحي إلى آخره. وهذاك الوقت كانوا عاوزين هم يسيطروا على المنطقة ويسيطروا على الشعب الفلسطيني كله. وبعدين بنفس الوقت بدأت الفلسطينيين يحسوا بهذا الظلم، وبدأت هناك حركات كثيرة جدا معروفة، إضراب 36 وإضراب 30 وإضراب 39. وبعدين البريطانيين بدأوا مثل ما هو حاصل هذه الأيام بالضبط، لجنة بيل لجنة كينج يقولوا الفلسطينيين وقفوا الإضرابات، بدها تيجي لجنة حتى تتحدث تشوفكم تلتقي معاكم، شهرين تيجي اللجنة تقعد 3 4 أشهر 6 أشهر، لما يرجعوا التقرير ويستوروا الفلسطينيين مرة أخرى ترجع لجنة ثانية. يكونوا بذاك الوقت صاروا جايبين مئات الآلاف من المهاجرين ومسلحين الفلسطينيين. والكارثة اللي بدأت الحقيقة في حرب 48، لأنه كان في حرب عصابات من فوز القورجي معروف عز الدين القسام، من شمال الأردن عائلة عبيدات تركي عبيدات، كان في حتى من مصر كان في حروب قوية جدا، لكن تدخلت الجامعة العربية الخائنة في القرار لهذه حرب جيوش مش حرب عصابات. وبعدها اتخذوا هذا القرار انه تشكيل لجنة جيوش عربية مشتركة، ووضعوا القائد عليها الملك عبد الله الأول تاع الأردن، لكن كان القائد الفعلي هو كلوب باشا الإنجليزي. وبعدها كان العراق تحت الاحتلال البريطاني، مصر تحت الاحتلال البريطاني، الأردن نفس العملية، سوريا ولبنان كانوا مستقلين. سوري. لذلك لو سمحت لي بس أترجم شوية. لازم تدرسوا مين هم لاجئين ال 48، وكانت مقررة مين هم اللي يطلعوا يصيروا لاجئين 48 حتى ياخذوا هذه المدن. والعملية الحقيقة أنا كنت بدأ بحث طويل جدا، لكن شكرا إن شاء الله. شكرا. Alors, une historique de cette guerre qui a commencé bien avant 1948 et évidemment c'est une longue histoire. Alors, on prend une question. C'est plus une intervention, si je peux. Oui, oui, oui. Ouvrez le micro. Ok. Je suis de... Est-ce que c'est fait? Fermez la bouche. Non, non. Est-ce que la majorité ici comprend le français ou l'anglais? Non, moi je suis... Français, ok. Moi, j'ai... Le début de ma vie comme adulte, j'ai vécu dans le mouvement contre la guerre au Vietnam.
Et c'était un mouvement, je regarde ici, je pense que la majorité peut-être n'était même pas née à ce moment-là, ou était très jeune. C'était un mouvement qui a eu un profond effet sur le niveau mondial, surtout aux États-Unis, mais aussi au Canada. La semaine passée ou la semaine avant, j'étais sur un manif en solidarité avec les Palestiniens. Il y avait quelques milliers de personnes et ça m'a fait revivre jusqu'à un certain point le mouvement contre la guerre au Vietnam. Le problème que j'ai vu, c'était trop étroit. Moi, je pense qu'il y a de la place pour construire un mouvement plus large. Il y avait beaucoup d'étudiants, j'imagine. Tu étais là? You were there at the demonstration? Il n'y avait pas assez de vieux. Il n'y avait pas beaucoup de syndicats. Il n'y avait pas beaucoup de francophones. Je trouvais que la manif était surtout anglophone. Moi, je pense qu'il y a une possibilité de construire une coalition qui implique tous ceux qui sont impliqués, dont vous avez parlé, mais l'étendre vers de nouvelles personnes, d'autres organisations, les syndicats, les églises, etc. Mettre ça tout ensemble, surtout pour faire les événements publics comme les manifestations, les réunions, les conférences. Parce que moi, j'ai un préjugé contre parler avec les députés, faire des pétitions, parce que tu peux faire ça et personne ne sait, sauf toi et le député. Un manif, tout le monde le sait. Et donc, j'aimerais voir si c'est possible d'attirer un petit groupe qui peut commencer d'organiser une coalition aussi large que possible. Moi, j'ai des idées, mais on a besoin de la jeunesse surtout, et tout le monde. Donc, si le monde veut me parler, je vais être ici après et je vais parler avec toi surtout. Oui, exact. Juste pour parler des syndicats, parce que je trouve que c'est important, il y a un organisme, un chapitre de Labour for Palestine, travailleurs et travailleuses pour la Palestine, qui est très actif. Puis on est en train de faire des présentations dans toutes les instances syndicales, notamment la FNEC, la Fédération des enseignantes et enseignantes, ont passé une super belle résolution. Puis on partage toute l'information avec les syndicats et on les soutient pour faire passer leur résolution. Donc si jamais vous avez des syndicats, vous en connaissez des personnes qui sont syndiquées, vous pouvez les référer aux travailleurs et travailleuses pour la Palestine, Labour for Palestine Montreal Chapter. Oui. C'était extrêmement émouvant vos témoignages. On a le privilège de vous avoir écouté. C'est extrêmement rare. Habituellement, quand on parle de la... Je peux parler fort. Quand on parle de la Palestine, c'est beaucoup des analyses, souvent froides, etc. Mais là, je veux dire, on voit, c'est des êtres humains qui vivent ça. Mais j'aimerais quand même savoir comment vous voyez la fin de cet horreur-là. Qu'est-ce qu'il faut faire comme Canadien pour... Grant ici a proposé de construire une coalition de tous les gens qui veulent finir cette guerre et de faire un mouvement fort. Ça peut être une solution. Mais vous, avez-vous quelque chose à proposer? Et quels sont vos espoirs à court ou moyen terme? Est-ce que vous aimeriez vous battre pour faire une solution à 2 États, pour faire une solution à 1 État? Il faut d'abord commencer par arrêter la guerre, évidemment. Mais j'aimerais avoir un peu votre perspective d'avenir. On dit Palestine, terre d'avenir. Quelle est la perspective d'avenir pour vous? How do you see the future? You are the future, Laura. Yalla. I'm going to answer in English, is that okay? Yeah, yeah.
I'll also answer some of what you said. I mean, by now there's been 16 protests at the minimum, more, 16 weekly protests. Many of the protests have actually had huge coalitions. On November 4th, there were over 100 organizations in Montreal in a protest. There was a march in Ottawa where 100,000 people were there, and we had around 300 organizations in Canada, many of which are unions. And actually, for example, the Palestinian Youth Movement, which I am a part of, has been invited to general assemblies of unions that represent over 100,000 workers in Quebec to speak about Palestine, and have voted for Palestinian solidarity statements and ceasefire statements. The reason I think this is significant and relates to the second question is because in the case of South Africa, unions played a huge role in the fall of apartheid in South Africa. And what they were actually able to do is stop managing any kind of products for South Africa, and that caused such a heavy price for the US, for Canada, and the European countries that they said, we'd rather not support South Africa and keep our economies functioning. And so that really made them stop supporting South Africa. And I think there are similarities that could be drawn. And what we need to do here is to make the price of supporting Israel and genocide so high for the Canadian government, for the US government, for the European governments, that they say it's not worth supporting Israel anymore. And part of doing that is BDS, it's the unions and the workers taking a stance against Israeli products and Israel in general, because the unions have a very strong power, especially here in Quebec, I want to say, when it comes to politics. In terms of imagining Palestine, I think this is a very hard question, and I'm sure we all imagine it differently. And I think, speaking about the history of Palestine over the last 100 years, a lot of changes have happened. But we've also seen positive changes. We've seen the settlements be emptied in Gaza, for example. So it's possible, I think. I think seeing a free Palestine is something we all imagine. And I think that we see the youth consistently, no matter the misery, wanting to fight for their dignity, wanting to continue to fight. And I think we've also seen that in the last 4 months. Like, people don't want to repeat what happened in 1948 and leave their land. They want to stay on their land no matter what the cost is. And so I think this is grounds for hope. But I also don't think that freedom and liberation is a very clear and straight line. So that's also difficult to see. Maybe I just wanted to... oh, okay, français. C'est pas l'écho. Pour raisonner avec ce que Laura dit, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que même les Israéliens, pour la première fois peut-être, sont en train de comprendre qu'est-ce que ça coûte de coloniser et d'occuper un peuple. Parce que, en fait, les Israéliens, si vous allez à Tel Aviv ou je ne sais pas quoi, là, ils sont complètement isolés de la souffrance des Palestiniens. Ils peuvent aller à leur bar, faire leurs fêtes, faire tout ce qu'ils peuvent vivre. Et puis là, leur service militaire, ils font 2 ans, ils sont sur un checkpoint. Pendant 2 ans, 3 ans, après ça, ils vont en Amérique du Sud ou ils vont en Inde pendant 1 année pour oublier ce qu'ils ont fait pendant les 2 ans de service militaire. Et les colons, on leur donne des maisons, on leur donne l'allocation familiale. Donc, il n'y avait pas de prix. Israël n'a jamais fait une guerre qui a duré plus qu'un mois. Et là, ils sont depuis 4 mois. Et dans le nord, ils sont dans les bunkers. Dans le sud, ils sont... Donc, pour la première fois, ils commencent à voir qu'il y a un coût. Mais il ne faut pas attendre qu'eux, ils réalisent ça. Parce que ça va prendre très, très, très longtemps. Je pense que, moi, la chose que je dis souvent ici à mes amis canadiens, quand vous luttez pour la Palestine, ne le faites pas pour moi. Faites-le pour vous. Faites-le pour vous, pour votre propre humanité. Faites-le pas pour moi,
Parce que je vous assure, si vous laissez ce qui se passe à Gaza continuer, ça va être votre tour. Si vous laissez un autre peuple mourir, vous ouvrez la possibilité, ne croyez pas que vous êtes protégés. Ce qui se passe ailleurs, il finit toujours par se rendre jusqu'ici. Nous sommes juste les antécédents. Donc faites-le pour vous, faites-le pour votre propre éthique, pour votre propre humanité, pour votre propre conscience. Faites-le pour la justice. Ne le faites pas pour moi, ne me faites pas de faveur. C'est pour vous que vous le faites. Pour vos enfants aussi. Parce que vous allez grandir, ils vont grandir dans un pays complice de génocide. Alors, nous avons le temps pour une dernière question. C'est la dernière question. Pierre. Je ne parlerai pas beaucoup. Moi, je suis né en Palestine en 1944. Mes parents sont partis en Égypte. Et quand j'ai émigré, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui, sur mon passeport, c'est écrit « Jaffa, Palestine ». Et je n'ai jamais accepté autre chose que ça. Évidemment, on a beaucoup d'emmerdes à n'importe quel pays, nord-américain, anglais. Quand j'arrive, ils prennent ma petite valise où j'ai mes médicaments de vieux, ils la renversent et ils la scannent. Mais c'est correct. Ce que je voulais dire, pourquoi vous pensez, ou à cette question-là, comment ça se fait qu'actuellement, avec toutes les actes, les crimes, que le monde n'est pas capable de dire à Israël, arrête ou arrête. Pourquoi? Moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Comment ça se fait que les Palestiniens ont été délaissés par les Arabes, par l'Arabie Saoudite, par l'Égypte, par la France, qui était incroyable avec. Et ma réponse a été, c'est que ce peuple-là, à cause de l'argent, à cause de leur savoir-faire démoniaque, actuellement, d'après moi, c'est eux qui tirent les ficelles à travers le monde. Ça, c'est la seule et unique réponse que je peux voir. C'est vraiment très, 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 très pertinent. Rachid Khalidi a écrit un livre qui s'appelle 100 ans d'histoire. Puis là-dedans, pendant une de ses conférences, il a dit quelque chose que j'ai adoré, que j'ai vraiment apprécié. Il a dit, il faut savoir que nous, comme Palestiniens, ça fait 100 ans qu'on mène cette lutte. Mais l'idéologie sioniste et l'implantation d'un système colonial sioniste, ça fait depuis les 1800 que c'est en œuvre, que ça se travaille, d'accord? Alors, ça fait des décennies qu'ils sont en train de construire cette machine de propagande. Puis il faut savoir qu'Israël est un des seuls pays qui détient un ministère qui est complètement dédié. Le Hasbara, ça veut dire la propagation de leur message. Ils ont carrément des diplômés en relations publiques pour sillonner tous les pays, pour représenter le dialogue. Il y a un super documentaire qui a été fait qui s'appelle « L'occupation de la mentalité américaine », « The Occupation of the American Mind ». Il faut absolument le regarder parce que ça vous donne comment une idée qui naît en plein milieu de ce ministère Hasbara circule jusqu'à nos stations de télévision et de radio ici avec les mêmes mots, même usage, même vocabulaire. C'est fascinant. Alors c'est là où il y a la force, c'est pour ça qu'on disait qu'on a tout employé la même chose pour dire c'est une guerre des récits. C'est pour ça, parce que moi je peux passer 10 000 entrevues, Yara 20 000, Laura même chose, Najat, puis Nada. Mais même à ça, on nous enlève le droit de raconter notre récit. Alors c'est autant plus important de tenir des événements comme ça pour raconter et pour vraiment, je vais utiliser un anglicisme, challenger. Alors, tous les mots et tous les vocabulaires employés pour dire la Palestine, c'est pas une guerre, c'est une colonisation et ainsi de suite. Leïla va poser juste une question et Joseph va dire juste un commentaire. 15 secondes et on va faire tout. Je suis avocate palestinienne, 15 secondes, ça va très vite. On commence. C'est fini. Non, on va faire vite. En fait,
c'était selon une des questions, mais une chose qu'on voit beaucoup, c'est la communauté juive qui est non sioniste, si on peut aller assez loin. Ces jeunes juifs qu'on voit qui commencent à voir ce qui se passe, eux, comment ils voient la paix? Parce que je pense qu'il y avait une excellente question. Alors, typiquement, c'est one state ou two states. Jusqu'à maintenant, on n'a pas d'autres solutions créatives. Mais peut-être, Laura, you're probably more in touch with them. Comment ils voient une solution? On doit arrêter. Le monsieur, vous l'avez vu, le monsieur, il est venu me dire qu'on doit arrêter. Alors, juste, Joseph, tu as... Just wanted to say Viens ici. one little thing is we are many, we are intellectual, the Palestinians, but we don't have one voice. If we have one voice, we can say who will be next Prime Minister in Quebec. We don't have one voice. You're right. That's all what I'm saying. We need to work somehow to have one voice, one vote. Merci, Joseph. So this is you to be in the front, to become politicians. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée et j'espère qu'on va vous voir le dimanche à 12h30 à l'oratoire à la Basilique.